Chapitre 6. Je n'aurai rien à regretter. Se déployant en dehors de la station Hôtel de Ville du métro à l'instant, et vraiment avec ses grandes et maigres enjambées, 3 marches par 3 marches, quand elle surgit à la surface, on pourrait croire qu'elle est mue d'une main gauche par un dieu débutant ou une machine théâtrale songeuse. Elle a failli trébucher sur les jambes étales d'une dame nue vautrée à l'équerre en haut de l'escalier, ensevelie sous une pelucheuse peau de loup synthétique avec des tours des oreilles et de la queue, 3 dents recollées et des yeux en bouton plastique, étriés de vin de myrte et de colle à rustine et qu'il a bien traité de connasse et de bouche. Quand même, elle a de justesse évité de seulement la frôler. La créature aurait encore pu avoir tout de la petite jeune femme qu'elle est sans doute sous la crasse et l'abandon. Mais on peut être dégueulasse passé 25 ans ces jours, alors à 35 ans passés, en défonçant soigneusement ce que la vie aurait miraculeusement épargné en vivant dans la rue, dans la violente tyrannie de la tristesse. Et qu'est-ce que tu veux faire ? Bien sûr que c'est triste, punaise oui, comment ça pourrait être autrement que triste ? En enjambant la chaîne de la rue Griffon devant l'ancienne salle d'arcade, elle se dit qu'elle aurait pu prendre le temps de poser un pied un peu ferme, un peu plus lourd qu'elle-même du moins, sur le sein friable et sec de cette pauvre femme, histoire déjà de ne pas marmonner sa rancœur maintenant avec l'indistinction des connasses et des bouches, ou juste pour menacer l'injure, pour cette piqûre de rappel, la fierté. Mais en ce moment, elle s'en fout bien de ça, de tenir son rang sur l'eau, d'entretenir l'illusion de quelques suspens. C'est acquis, la vie est toute petite. Et elle, Gabrielle Laura Marie Kotska, elle y suffit à peine. Mais elle vient de se voir dans la vitrine fumée du lounge Peep Show, glauque de l'opéra, et vraiment... Qu'est-ce qu'elle a cru ? Elle s'est prise pour Mata Hari. Elle s'en veut et maintenant c'est trop tard. Elle aurait dû rebrousser chemin quand elle a capté les premiers regards, au lieu de faire sa testarde, sa fierotte, j'assume. Mais elle n'assume que dalle, oui. Elle aurait dû avoir une alerte quand elle a dû hyperventiler avant de se décider à pousser la porte de son allée et se jeter dehors accoutrée comme ça. Elle le sait qu'une robe sur elle, c'est comme un déguisement. Pas de seins, pas de fesses, en plus du pas de cheveux, avec ses docks coquets et sa besace en toile, on dirait une étudiante en psycho d'antan, mais avec des bleus et des bosses, et dans ce quartier qui est devenu le bordel à ciel ouvert du département, elle aurait pu se mettre un gyrophare sur la tête, un boa au cou, ou une cagoule en cuir, elle n'aurait pas plus attiré sur elle de regards vrillés et de désobligeantes hésitations. Bon, elle n'a que 200 ou 300 mètres avant d'atteindre les premiers pavés de la montée Saint-Sébastien, mais elle glisse sa main dans son sac et le contact de son flingue lui fait ni plus ni moins de bien qu'un doudou. Sur la petite place du Griffon, un jeune type se fait le porte-parole de toute la terrasse du café où ils sont 20 des comme lui attablés à la regarder passer. Et bonjour la tondue. Et normalement les chauves-souris. Non. C'est non, mais est-ce que ça va suffire à le décourager ? Maintenant qu'il s'est mis les rieurs les moins difficiles de son côté, le voilà qui se lève, qui jette son blouson de petit Mickey sur son épaule et qui se met en tête de faire fructifier ce premier résultat encourageant, déjà en marchant un petit moment derrière Gabi, à 1 mètre, pour bien apprécier les mouvements de son petit cul pressé, bien classe, puis en se portant à sa hauteur avec le sourire irrésistible à sa portée. Gabi le regarde en se mordant la lèvre du bas, aïe aïe aïe, et sans s'arrêter, le checkpoint de la rue des Capucins n'est pas si loin, tout est sous contrôle. Mais le gars lui attrape le bras. Et elle dit pas bonjour la tondue. Non, elle ne dit pas bonjour. Et le blaireau, il enlève sa main de là, il retourne s'asseoir, et pour que les choses soient bien claires, ceci est une sommation. Et elle secoue son Glock, comme Miss Univers secoue sa main, avec le même sourire. C'est bon, ça suffit amplement à calmer les ardeurs du French lover, d'autant qu'une fois qu'il s'est laissé distancer, il peut cautériser sa blessure d'amour-propre en lâchant un gracieux « vieille pute », quand d'autres temps et d'autres circonstances Gabi lui aurait fait regretter, mais elle est pressée et en robe. Et surtout elle est d'humeur expiatoire, comme chaque fois qu'elle se chope en flagrant délit de coquetterie et en mal de discrétion. Les planctons du checkpoint d'ailleurs la regardent arriver aussi, mais on ne sait pas dire s'il y a autant de convoitise que de surprise dans leur regard. C'est vrai qu'elle a une dégaine à défaut peut-être d'avoir de l'allure. Mais dans le doute, elle fait glisser sa large besace devant le bas de son dos. Il va falloir qu'elle gère un peu mieux, parce qu'après tout elle a l'effet escompté.
La montée Saint-Sébastien débute par une raideur sur 15 mètres qui sollicite un début d'engagement qu'elle ne modère qu'une fois qu'elle est assez loin dans la pente. Elle aurait pu, et peut-être même dû, monter en métro et redescendre jusqu'à la place Colbert, elle se serait évité le quartier rose et sa double ration de petites fiertés ravalées. La maison d'édition scelle à son pignon sur rue avec une librairie spécialisée beaux livres et livres d'art, qui se commet en expo photo à l'étage, et qui est tenue par un couple de cerbères intello qui n'ont pas souri à quiconque depuis la mort de Jacques Lacan pour elle, et celle de Mike Brandt pour lui. Ça remonte. Leur commerce aurait dû faire faillite, mais visiblement, il est commun d'attendre d'un libraire vraiment pointu un abord castrateur et de vraies compétences dans les moments de souffler du nez. Heureusement, la maison d'édition proprement dite a son entrée séparée via l'allée d'à côté. Il est 9h52, Gabi trouve que c'est 8 minutes trop tôt, mais elle n'est pas très assurée des critères qui lui permettent d'être aussi affirmative. Mais tant pis, elle va attendre. Elle n'a pas si souvent l'occasion d'un lèche-vitrine, et c'est dommage de gâcher celle-ci. Elle n'a pas d'élan d'esthète devant les livres, et la vitrine d'en face est celle d'un magasin de robinetterie et sanitaire un peu luxe. Ensuite, c'est un bar associatif, mais il est difficile de savoir s'il est ouvert, vu qu'un garçon lymphatique et au teint jaune n'est qu'au début de sortir le mobilier de la terrasse. Alors à tout prendre, les couvertures de livres feront bien l'affaire. Tout un coin est dédié à un certain Jean Loussif, monographie, essais et catalogues raisonnés, et à part lui, tous les autres noms sont tout aussi inconnus à Gabi, à part celui de Boissin qui est écrit en gras et en gris sombre sur une couverture monochrome noire. Ça en jette. C'est même le seul livre que Gabi aurait envie d'ouvrir. Elle se penche sur le côté pour essayer d'en deviner l'épaisseur et éventuellement le sous-titre sur la tranche, quand une voix derrière elle. Vous pouvez entrer. Je peux vous assurer que le monsieur qui vous regarde derrière sa caisse n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Je vous crois, déjà parce que personne ne peut être aussi méchant que ça. Et puis je vous prie de me croire, je le connais depuis longtemps. Oui, je me doute bien, monsieur Gris. Ah, nous nous connaissons ? Non, mais c'est vous que je suis venue voir. Gabrielle Kotzka, détective assermentée, j'aimerais vous poser quelques questions. Je me disais bien que vous étiez intrigante. Intrigant, Damien Gris aimerait bien l'être aussi. Et il l'est probablement dans sa vie parallèle où il a presque tout pour mousser. En tout cas, il est distingué. À peu près. Il a un regard qui fait le détail, mais se garde bien d'être charcutier, il sait se tenir. Mais il apprécie ce qu'il voit. Le style et la finesse des attaches et le hiatus que ça crée avec toutes ces micro-cicatrices sur ce visage dur. Comme cette robe ajustée et épurée avec ses godillots coquets. Et cette boule à zéro, c'est charmant, vraiment. Il rentre son ventre et plisse les yeux. C'est son atout son regard, le côté buriné de l'intérieur de ceux qui ont beaucoup lu et beaucoup vu, et qui peut faire oublier sa peau de bébé et la tessiture adolescente de sa voix. Est-ce que je vous invite à prendre un café à la terrasse que Miguel finira bien par avoir toute dressée un jour ? Ou est-ce que vous voulez monter à mon bureau ? Comme vous voulez. À vrai dire, je ne voudrais pas vous prendre trop de temps. Je voudrais que vous me parliez d'Émilienne Boissin. Ah oui, Boissin, c'est une des fiertés de notre maison, une artiste exigeante, une œuvre exigeante, pas reconnue à sa juste valeur selon moi, mais elle est comme l'enseigne de notre maison. Je vous voyais regarder ce livre en vitrine, c'est un projet qu'elle a, mais vous ne vous intéressez pas à la photographie, je me trompe ? Pas au point d'être en face de vous pour ça. Oh, alors nous allons monter à mon bureau. Et il ouvre la porte d'allée et s'incline pour que Gabi entre. Une porte à gauche donne sur la librairie et son bureau est au premier étage. Il a une petite hésitation, mais l'élégance de la précéder dans l'escalier. Encore une porte, blindée celle-ci, et l'on pénètre dans un musée de l'air bobo. Au mur, dès le hall d'entrée, une litho de soulage, laide et vide, elle a pour claquer bien des beignets, mais sinon, tout est assez beau et cher pour se donner des airs d'antique, le parquet en point de Hongrie grince divinement jusqu'au bureau proprement dit, et là, c'est l'orgasme. Des piles de livres, des étagères de livres, des amas de livres, des éboulis de livres, et par un grain de poussière. Gabi serre son sac contre elle et le garde sur ses genoux quand il lui propose de s'asseoir sur une chaise pivotante mal commode. Il est à son bureau, au spectacle quand elle a l'impression d'être posée sur un socle, comme au milieu de la pièce. Mais de son côté à lui, il n'est pas au mieux non plus, le bureau, il commence à s'y faire, et il s'est approprié moitié des tiroirs, mais vraiment, cette boîte à cigarettes marquetée, ce coupe-papier et cette estampille, tout pourrait être en carton-pâte.
Vous voulez bien me redire votre nom? Gabriel Kotzka, voulez-vous voir ma carte professionnelle? Non, pas besoin. Dites-moi ce que vous attendez de moi, détective. Je voudrais juste savoir si vous avez des nouvelles récentes d'Émilienne Boissin. Vous m'inquiétez. Vous voulez dire que vous comptez sur moi pour avoir des nouvelles récentes de Madame Boissin? Je suppose que vous avez contacté ses proches. Elle a un fils sur Lyon, un marchand de canons. Enfin, je sais qu'il ne vend pas de canons. Mais, Oui, c'est lui qui m'envoie. mince, c'est sérieux alors. Elle a disparu? On dirait. Oui. Et depuis quand? Justement, j'aimerais le savoir. À quand remonte la dernière fois que vous l'avez vue? Parce que vous pensez que je suis la dernière personne à... Vous pensez qu'il lui est arrivé malheur? Je ne sais pas. Quand l'avez-vous vue la dernière fois? C'était ici, ça remonte à 15 jours, 3 semaines. Je peux vous dégoter ça dans mon agenda, si vous me laissez le temps d'aller le chercher. Il se lève et passe dans une petite pièce qui jouxte son bureau et qui, de ce que Gabi peut en voir, déborde elle aussi de livres. Mais elle n'a pas la tête à en voir plus, il faut faire vite. Elle est debout et a déjà mis la main sur une petite pile mal faite de papier parce qu'elle a reconnu, qui dépassait, l'entête de la Société lyonnaise de crédit. Un relevé d'opération, elle n'a que le temps de lire la date et de glisser le papier dans sa besace. Quand Damien Gris revient avec son agenda, elle est debout et feint de fouiller dans son sac, feint l'agacement, extirpe son téléphone comme d'un sac de nœuds, regarde l'écran et soupire. Quelle actrice, si Annabelle avait vu ça. Mais il faut dire que le décor se prête au surjeu et que le public est conquis. Il n'est qu'à voir comme il la regarde se rasseoir et croiser les jambes. Boissin était ici même, à votre place, vendredi 2 mai. C'était il y a un peu plus de 3 semaines, et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Puis-je vous demander quel était l'objet de sa visite? On avait des bricoles à régler. Vous savez que je gère une partie de ses affaires, et vous savez que pour ce qui est des affaires, Boissin aime les choses carrées. Vous l'appelez Boissin? Par habitude, oui. Mon père faisait ça avec tous ses photographes et auteurs. Ce n'est pas que je perpétue la tradition, c'est juste que j'ai baigné là-dedans depuis ma tendre enfance. Alors pour Émilienne Boissin, c'est vrai que ça peut paraître curieux, mais ça l'était plus de la part de mon père qui a entretenu avec elle une vraie proximité. Jusqu'à quel point allez-vous me demander? Non, par contre, ça m'intéresse de savoir ce que vous avez eu à régler et qui a fait l'objet de votre dernier rendez-vous. Justement, ça concernait un bon peu son lien à mon père. Lien qui a parfois été éprouvé, ou lâche, ou distant, mais qui n'a jamais été rompu. Je crois avoir compris que malgré un ressentiment entre eux, et beaucoup d'amertume, elle a voulu témoigner d'une certaine fidélité. À la splendeur passée, plutôt une fidélité à la fidélité. Je vous avoue que ça a été important ce qui s'est joué avec elle la dernière fois que je l'ai vue. Pour moi, ça a valu une intronisation. J'aurais mal vécu qu'elle nous lâche. Ce n'est pas notre signature la plus bankable ces temps, mais c'est celle qui nous donne de la légitimité et qui justifie qu'on se batte un peu pour la maison Selle. C'est une belle déclaration d'intention, il y manquerait un peu de réverb et des claquements de cymbales pour parachever la forme. Mais le fond est là, bonhomme. Le garçon n'a pas l'air de se battre beaucoup, n'est pas taillé pour, mais il a la tête haute à raison, Gabi le sent comme ça. Par contre, ça ne répond pas à ses questions. Du coup, le fait qu'elle ait monté une boîte pour la diffusion et la promotion de son œuvre, ça ne va pas à l'encontre de tous ces bons sentiments qui vous relient à elle? Je vois que vous en savez long. Vous m'étonnez. La SA de Boissin est censée être en sommeil et tenue secrète jusqu'à avis contraire. Et je doute que son fils ait vendu la mèche. Ce sont des tombes dans cette famille. Il ne m'a rien dit en effet, mais j'ai su par la bande. Par la contrebande alors. Vous avez d'un coup des airs dangereux. Dangereuse, je le suis, oui. Mais vous dites que l'existence de Fiat Luc devait rester secrète jusqu'à avis contraire. Avis contraire de qui? Ah, ça, mystère. Je ne sais pas. Ne me regardez pas comme ça, je ne suis pas dans le secret des dieux. Et pour cause, je suis infoutu de tenir un secret, surtout en face d'une personne dangereuse. Ah oui, il se pourrait bien que ça m'arrange, parce que du coup, je vais pouvoir le vérifier immédiatement. Ce jour-là, elle vous a fait un chèque d'un joli montant, 20 000 francs pour être précise. Vous pouvez me dire à quoi il correspond? Là, vous me faites vraiment peur. Cette fois, c'est fait. Vous ne pouvez pas être au courant de ça. C'est quelque chose qui est entre elle et moi. Entre Maître Demsar, elle et moi. Maître Demsar? Oui, le notaire de la famille. Il nous a bricolé ce qui ressemble le plus à un acte de vente.
Je vois à votre tête que vous n'avez qu'un bout de l'histoire. Est-ce que je vous raconte ce qui vous manque? Parce que ça risque assez peu de vous intéresser. Dites toujours. En fait, je lui ai vendu quelque chose dont j'ignorais l'existence, et dont il n'est pas du tout acquis, d'une qu'elle existe encore, et de deux qu'elle fut à moi de plein droit. C'est une cabane, je ne sais où, que je n'ai vue qu'en photo, et dont elle avait gardé le souvenir pour y être allée avec et sans mon père, il y a longtemps. Cette cabane, c'est vraiment 4 planches au bord de l'Ain, est en zone rouge, et d'ailleurs là-bas, l'Ain ne s'appelle plus l'Ain, et peut-être que cabane, ça ne se dit plus cabane non plus. C'est pour ça qu'elle n'était pas couchée sur l'héritage de mon père, et c'est pour ça que l'acte de cession que nous a conçu maître Demsar est un verbiage et un bluff à l'autorité compétente, conçu pour faire valoir ce que de droit, si naguère ce coin-là redevient accessible au droit, ce sur quoi je ne parierai pas plus que ça quant à moi. Enfin, vous vous êtes déjà aventuré en zone rouge? Oui? Oui? Bon, pas moi, pour être juste. Mais à ce que j'en sais, bref. Pour résumer, j'ai vendu à Boissin une bicoque hypothétique posée sur un terrain à peine plus grand que mon salon, non viabilisé et perdu dans une zone rouge dont on ne sait pas le nom. Ça m'arrangerait que vous le sachiez, justement. Je peux vous le retrouver. J'ai l'acte de vente juste là. Et bien sûr, le voilà qui prend la pile de papier posée sur son bureau et qui commence à les feuilleter. Bien entendu, il fronce assez vite les sourcils. Pourtant, j'aurais juré que c'était là, l'acte de vente agrafé avec le relevé bancaire indiquant la somme au crédit. Ah! C'est ça que vous cherchez? Oui? Comment? Il était où? Dans mon sac, je vous l'ai piqué pendant que vous cherchiez votre agenda. Ne faites pas cette tête-là, je suis dangereuse, c'est vous qui l'avez dit. Mais si vous voulez, vous pouvez aller reposer votre agenda dans l'autre pièce, et quand vous revenez, je suis sûre que le papier que vous cherchez sera dans la pile. Oui, je suis magicienne aussi à mes heures. Un bon peu outré quand même, le Damien Gris, mais il ne sait pas quel degré adopter. Il bute sur l'air angélique et le sourire de sainte Nitouche que vient de lui adresser Gabi, qui a maintenant posé son sac par terre à ses pieds et décroisé ses jambes pour y poser les quelques formulaires qu'est le lit. Ah oui, je vois. Bâti de bois existant, terrain de 132 mètres carrés, comté de Nirvelli. C'est un comté? Ça veut dire que ce n'est pas complètement une zone rouge. Il y a un semblant d'ordre et de loi là-bas, vous savez ça? Les comtés, ce sont ces coins un peu far west, où ils élisent leurs prêtres, leurs juges et leurs shérifs. C'est ça? Oui. Du coup, si votre cabane existe, il y a de fortes chances qu'elle soit devenue la propriété en force d'un cow-boy local. Ou d'un Indien. Et du coup ça colle assez avec l'idée que Gabi se fait d'Émilienne Boissin. Une retraite de trappeuse, de reprise des bois. Une retraite comme un retrait du monde. Reste à savoir s'il est vrai ou non que le fils Paul n'a pas eu vent de ça, s'il ne protège pas la paix de sa mère des gros sabots du monde, de la débordante affection d'un vieux maçon poète gommeux et de son slip qui dépasse du short, autant que de choses bien plus viles et bien plus basses. Elle pose bien à plat la première page de l'acte de vente et la photographie. C'est pour avoir les coordonnées. Vous pouvez partir avec l'original, hein? C'était votre plan A, je me trompe? Mon plan A, c'est toujours de faire au mieux, et je ne pense pas m'en être écartée. Vous êtes un voyou, madame la détective. On m'a déjà dit ça, oui, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Si, mais vous pouvez vous faire pardonner en acceptant une invite. Non, je vois que non. Je vois qu'il faut que je vous pardonne sans condition. Alors ce sera peut-être pour une prochaine fois, ou dans une autre vie. Dans une autre vie, ce ne sera pas moi, et ce ne sera pas vous. Alors oui, peut-être. Le doglinant de Damien Gris pour ponctuer sa mauvaise blague, confirme à Gabi qu'elle est absoute de tous ses péchés et que c'est un chic type. Elle repose les papiers volés sur la pile et comme elle est toute debout, l'élan est le bon. Elle attrape son sac et le passe à l'épaule, vérifie qu'elle a, à portée, sa carte de transport pour le retour et son flingue dans le bon sens. Et elle tend par-dessus le bureau sa main à plat à toper. Il se lève. Mission accomplie? Vous l'avez retrouvé? Je l'espère, en tout cas vous m'avez bien aidé. J'aurais adoré le faire exprès. Sitôt à l'air libre, Gabi est cueillie par un coup de ponte. Il faudrait qu'elle puisse s'allonger un peu. Elle se lance d'un pas décidé en direction du sommet de la butte pour s'éviter de repasser par le quartier rose du bas des pentes. Mais se ravise aussitôt et revient sur ses pas pour entrer dans la librairie. L'austère libraire, qui l'a vu tantôt parler avec son patron, semble en avoir conçu une motivation supplémentaire pour être désagréable, mais il fait le boulot et va lui chercher en réserve un exemplaire sous plastique de Boissin, le livre noir de la vitrine. Quand il revient, Damien Gris est avec lui,
et lui aussi tient un objet dans sa main. Je vous ai vu par la fenêtre revenir sur vos pas. Et je me suis dit que je n'allais pas rater une telle occasion de marquer le coup. Dès que vous avez quitté mon bureau, j'ai fait le rapprochement entre notre conversation et une photo sous verre que mon père gardait dans un de ses tiroirs. Je pense que c'est la cabane que vous cherchez, et étant donné la qualité de l'épreuve, je pense que c'est du boissin pur jus. C'est un exemplaire unique, et je vous l'offre volontiers. Ce sera ma contribution à votre enquête. Et cette fois, j'exige une contrepartie. Donnez-moi de bonnes nouvelles d'Emilienne dès que vous en avez. S'il vous plaît. Dites au moins à son fils qu'il me tienne au courant. Gaby promet et se fend même d'un faux crachat par terre. La photo est difficile à lire, composée pour que la végétation et l'architecture de bois s'interpénètrent et se brouillent, peu contrastée, mais avec des noirs profonds, elle semble n'être qu'une surface, et donne à voir des pilotis et un terrain en pente dans un déferlement végétal. C'est très beau, mais on n'est pas là pour s'y perdre. Le libraire qui ne s'est pas radouci en présence de son patron, lui prend le sous-verre des mains, et le pose à plat sur le livre. C'est un pro, il fait un emballage pour les deux avec craft et bulle, pour le transport et état un frémissement du sourire quand il le lui tend dans un sac. Je joins ma voix à celle de Damien. Rendez-nous Emilienne s'il vous plaît, madame. Dans la rue à nouveau, dès qu'elle s'est éloignée assez et avant d'atteindre le checkpoint du Gros Caillou, Gaby sort son téléphone, en même temps que son identifiant, et prend le risque d'éterniser une conversation avec Sandro. Sa chance, c'est qu'elle le réveille. Sans rire, Sandro, il est près de 11 heures et tu es encore au lit, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Dis-moi déjà ce à quoi tu entends m'employer, Gaby. Ça me donnera une piste. Tu dois avoir reçu un mail de Frida qui te demande de te livrer à quelques-unes de tes pirateries de haute mer. Oui, j'ai eu son mail et ses coups de fil. Oui, elle m'a réveillé aussi. Et tu t'es rendormi depuis? Oui, le temps que mon mouchard s'installe. Comment tu sais qu'il s'est installé? Je reçois un SMS Un SMS qui dit quoi? qui dit « Installation réussie, Roger. D'accord. Tu te fous de moi, quoi? » Oui. Tu veux que je vérifie, maintenant que je suis debout? Ou tu veux me demander autre chose? Non pour que tu te presses du moment que tu as quelque chose à me donner d'ici à la fin de la journée. Et oui pour autre chose. Il me faut un digeste sur le comté de Nirveli. Si tu peux m'avoir des cartes et des photos récentes, tout ce qui peut ressembler à une législation et à un who's who, nom du shérif déjà, et à qui montrer patte blanche si l'on veut s'y inviter. Tu vois un peu? Oui, je vois, et je t'ajoute les bonnes tables et les soirées karaoké. Je te fais ça d'ici à midi. Disons plutôt 14 heures. Je vais avoir besoin de dormir un peu en arrivant. Oui, je sais, c'est injuste, mon sommeil compte plus que le tien. Mais d'une manière générale, tu comptes assez peu, Sandro, tu le sais bien. Notre relation n'est acceptable pour moi que parce qu'elle est déséquilibrée. Oui, va vite te coucher, Gaby, on se parlera après. Merci, Sandro. Dans le métro, désert à 7 heures, Gaby se laisse abonder dans le sens d'une demi-rêverie qui lui ferait presque un scénario, pour relier tous les éléments qu'elle a, mais en vérité ça reste le tracé d'une patate autour d'éléments sans trait commun et qui ne font pas un ensemble. C'est probablement ça, ce qu'Annabelle appelle « sentir ». C'est insuffisant, mais rien à faire, elle n'arrive pas à obtenir un état plus net. Elle sait qu'elle n'y verra pas plus clair au sortir de la petite sieste qu'elle se prévoit, du coup se trouve bien qu'on passait de s'en prévoir une. Elle baisse, dirait-on. Ou alors c'est juste qu'elle n'est pas faite pour ce boulot de petite maline. À République, son téléphone bip. Un mail de Sandro. Gaby, ton baron de l'industrie est un débutant et un naïf, et ne sait pas encore à quel point il est ciblé et la nature des convoitises qu'il suscite. Son ordinateur est pris d'assaut, et les piètres protections qu'il a mises en place me font douter. C'est forcément un leurre. Ça ne peut pas être à ce point portes ouvertes. Sinon, ma fortune est faite, j'ai l'alliage et le mécanisme qu'il a breveté pour son Osterberg, tu sais ce point américain avec ses lames rétractables. Je pense que c'est un faux. Enfin, je le pensais, jusqu'à ce que je trouve un dossier ménage où il a codé, code de neuneu, ses coordonnées bancaires, son dossier militaire, et foule de coordonnées, dont le mail et le mot de passe de sa mère. S'il s'avère que je sais déchiffrer son code, humour, et que c'est bien le bon mot de passe, qu'est-ce que je fais? J'entre? Voilà, quand on n'est pas une petite maline, il faut l'être assez pour déléguer la petitesse et la malice. Évidemment que Sandro doit entrer. Il doit déjà y être, et probablement qu'elle aura d'ici un quart d'heure un lien vers un clone de l'ordinateur cible. La messe est dite. Elle tapote sa réponse à Sandro dans la rue, sur le trajet jusqu'à chez elle. Go. Par contre, juste le mail de la maman. Pour le reste, quand tout ça sera passé, je raconterai au fils comment ça a pu se passer comme ça, et te recommanderai pour assurer sa sécurité. J'attends de tes nouvelles. Bravo, Sandro. Tu me feras penser à te pincer l'oreille quand je te verrai. Sitôt chez elle,
elle raccroche sa robe au cintre et jette un dévolu résigné sur un cargo pente noire informe qui a le mérite d'encourager les grands écarts et les cascades en plus de celui de fondre son absence de masse dans la masse. Un t-shirt loin du corps et un cuir, et la voilà changée en elle-même. Et ça fait déjà la différence, parce que ça lui donne le petit influx avant de se lisser sur la pointe des pieds pour planter un clou dans le placo de la chambre et d'y accrocher sa photo de cabane. Cette maison décidément a un cachet fou, maintenant qu'on peut y voir un Boissin. Et sinon, elle ne sait pas ce que c'est censé faire, au-delà de la première émotion. Comment vit-on avec une œuvre d'art ? De ça, comme de pas mal de choses, elle n'a pas le mode d'emploi. Mais elle gage, elle en est sûre, que ça va plaire à qui de droit, et elle a hâte d'être à vendredi. Elle se laisse tomber sur le lit tout habillée, ses 2 bras sous sa tête. La photo est pile devant elle, mais bien trop petite. C'est chiant l'art. Claude la chatte la réveille quand elle s'inquiète de trop. Mais c'est vrai que quand on est de nature stressée, les apnées du sommeil, la bruxomanie et les cauchemars partageux de Gabi, ça peut filer un vrai bourdon. Donc le coup de l'engrappeuse sur la joue, c'est pour le bien de tout le monde, et ce n'est pas la peine de râler. Gabi regarde l'heure, 15h10, elle s'est bien oubliée. Son téléphone a sonné 4 fois dans le salon et elle ne l'a pas entendu. Paul Chabert, Frida, et 2 appels de Sandro. Ça sent bon l'ébullition. Café et elle allume son ordinateur pour découvrir le bombardement en règle escomptée de mai. Le tout premier est laconique. Pas de contact entre mère et fils par ici depuis plus de 3 semaines. C'est acquis, et Nilienne Boissin est en fugue.